Bonjour, mesdames. Bonjour. 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 Alors moi, je suis jardinier ici, Vous hein, êtes jardinier et ici. je me ferai un plaisir de montrer mon jardin. Ah bien sûr. Voilà. ça, Il y a des légumes pour pratiquement toujours. Voilà un pied de grand-mère, on appelle des laitues d'hiver. Hein. Cette ligne-là, c'est ça. Je mangeais des laitues à Pâques, en pleine terre, hein, pas en couche ni rien du tout. Et puis après, mais ma foi, on en sème pour en avoir tout le temps. À partir du moment où on a appris que ça existait, le principe des jardins ouvriers, la curiosité aidant, on va quand même aller voir comment ça fonctionne, ce truc-là. Et celui-là, il est fleuri. Et ça, Ah oui, d'accord. c'est la graine. Alors après, ça saute ouvert, Ouais, les graines tombent et ça lève tout seul. et l'année prochaine, il en Oui, pousse il ne pas. faut jamais en semer. Il en pousse partout. Tout plein, oui, oui. C'est pour ça que je les laisse. Voilà. Installés au pied des usines ou sur les bas-côtés des voies de chemin de fer, les jardins ouvriers appartiennent à notre mémoire collective. Il y a les souvenirs de ceux qui y ont jardiné, de ceux qui enfants y accompagnaient leurs grands-parents pour jouer au milieu des légumes, ou même de ceux pour qui ces lopins de terre sont simplement synonymes de voyage, décors familiers parmi les paysages qui défilent derrière la fenêtre du train. À leur apogée, la France a compté jusqu'à 250 000 de ces jardins. De nos jours, ce sont encore des centaines de milliers de personnes qui en France fréquentent ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les jardins familiaux. Cette histoire de jardins ouvriers est bien plus qu'une simple affaire de fleurs et de légumes. À travers un voile de chlorophylle, c'était en réalité l'histoire de tout un siècle que les jardins ouvriers racontent, de la révolution industrielle à la prise de conscience des enjeux écologiques. Et c'est ici, à Hasbrouck, une petite ville des Flandres, que commence à la fin du XIXe siècle l'épopée des jardins ouvriers, sous l'impulsion d'un homme, l'abbé Jules-Auguste Lemire. Personnage au destin incroyable, cet homme d'église a toujours été l'infatigable promoteur de son idée de jardin ouvrier. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, où il fut élu et réélu député pendant plus de 30 ans, ou dans sa ville d'Hasbrouck, dont il fut le maire, et à laquelle il a été fidèle toute sa vie. Sa maison, c'est ici. Le Hasbrouck, c'est sa ville, même s'il n'est pas né à Hasbrouck, il est né dans un village mitoyen, mais Hasbrouck, c'est là qu'il a été formé au petit séminaire, c'est là qu'il a été professeur pendant 15 ans, et c'est ici qu'en 1899, il fait bâtir sa maison. Il est né dans une famille de tout petits cultivateurs, dans un village qui n'est jamais qu'à 5 km d'Hasbrouck, mais qui était loin d'Hasbrouck avec les moyens de transport du milieu du 19e, et on vit à cette époque-là, à la campagne, un peu en autarcie. L'itinéraire qui est tracé pour lui, naturellement, à la base, c'est de devenir cultivateur, de prendre la succession. Voilà. Donc il est vraiment issu de la terre. Ici, donc, la pièce dans laquelle l'abbé Lemire a certainement passé le plus de temps dans sa vie, son bureau, tout près de son jardin, parce qu'il avait également un grand jardin potager qu'il cultivait. Il pouvait donc d'ici voir à la fois la nature. Il était tout près de l'église, il avait son cadre de travail, il avait une montagne de travail toujours en attente. Et il y a une chose qui m'a toujours étonné, et c'est marqué dans ces lettres-là, c'est qu'au début qu'il était député, il avait un petit jardin ici derrière, il mettait du blé et il coupait lui-même le blé, hein, et il le mettait en mont, comme on dit par ici. C'est incroyable. À la toute fin du XIXe siècle, depuis quelques années déjà, les théories du terrianisme et de l'hygiénisme sont en vogue en France. Elles veulent protéger la classe ouvrière naissante des vicissitudes de la ville, ramener les ouvriers à la terre et à une vie saine. Un peu partout en France, en Belgique ou en Allemagne, des expériences sont menées. Alors en fait, il y avait des jardins patronaux de type paternalisme patronal qui considéraient qu'il fallait retenir la main-d'œuvre parce qu'on était dans une situation où les ouvriers étaient en fait très demandés. Les ouvriers qualifiés étaient très demandés, donc ils partaient dès que le patron ne leur plaisait pas, ils s'en allaient. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu les premiers jardins patronaux,
qui ont été ensuite relativement critiqués comme une emprise de l'usine sur la vie des personnes. Et c'est dans ce contexte que l'abbé Lemire a fait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il a conservé les jardins, mais il a défait le lien avec le patronat. L'abbé Lemire construit ses jardins sur 2 principes fondateurs. Il faut que ces potagers soient pour l'ouvrier source de bienfaits matériels, mais aussi de bienfaits moraux. Les jardins d'ouvriers, c'était surtout pour occuper les ouvriers après leur travail, pour les empêcher d'aller au bistrot. Ça a été une mesure qui n'a peut-être pas paru très importante aux gens, mais cependant c'était essentiel. On est dans une période, et notamment la ville d'Hazebrouck, où l'abbé Lemire a ça sous les yeux. On a toute une rue où il y a, sur une rangée, filature, tissage. De l'autre côté, énormément de cabarets. La paye est versée chaque semaine dans les cabarets. Donc forcément, avec des journées qui sont de 12 heures, on a une tentation qui est forte et à laquelle on ne peut pas résister. Et forcément, donc il y a vraiment une espèce de gaspillage de l'énergie et du travail des gens qui passe dans la boisson. Alors le cabaret qui est un lieu où on boit, mais qui est un lieu aussi de subversion, hein. On y discute, les leaders de tous bords viennent y prononcer leurs discours, donc le jardin va permettre d'échapper à tout ça. Les résultats moraux, c'est de dire l'entente règne plus entre les familles. Les familles sortent le dimanche et sortent de leur maison pour aller au jardin. Les ouvriers, et on y revient toujours, fréquentent moins le cabaret. L'argent que vous gagnez à la sueur de votre front, ne le dépensez pas dans les choses inutiles comme l'alcool. Gardez-le, faites-en profiter votre famille. Essayez de vous élever par l'épargne également. L'ouvrier mis à l'abri de l'alcool et du socialisme, et sa vie de famille encouragée, le jardin peut alors jouer le 2e rôle que lui a imaginé Jules Lemire, celui de source de nourriture. Pendant toute la révolution industrielle et jusqu'à la charnière du XXe siècle, l'alimentation de la classe ouvrière est médiocre, tout particulièrement en ville. Le jardin ouvrier doit donc permettre au jardinier de produire lui-même une nourriture saine et abondante. Aujourd'hui encore, cet objectif reste une motivation importante des jardiniers. C'est le cas aux jardins familiaux de l'Orme-Pomponne. Ce groupe de jardins familiaux, à Ris-Orangis, dans la banlieue sud de Paris, compte parmi les plus grands de France. 7 hectares coincés entre les tours HLM et l'autoroute A6. Et plusieurs fois par an, Didier y organise avec ses voisins des repas qui font la part belle aux produits qu'il cultive. Je suis arrivé en 80, je venais de la campagne. J'avais toujours une famille nombreuse, on avait les jardins, tout ça. Et ça me manquait. Alors, quand j'ai su qu'il y avait des jardins à risque qui allaient s'installer, j'ai fait une demande. Et comme j'étais dans les premiers, on a eu le droit. Un jardin, il faut être tous les jours. Pour moi, c'est un plaisir. Mon travail est à 3 km, je travaille dans une fonderie. On travaille pour le secteur automobile. Et comme je fais l'écart, le matin, je suis ici, l'après-midi, au travail, et vice-versa. Alors, des poireaux, navets rouges, j'ai pas. Et ça va être un bon plat pour la journée, ça. Bon, j'adore cuisiner déjà. Ma femme travaille en cuisine aussi. Mon gamin est cuistot. On pense qu'à ça, nous. Manger sain. Bon, là, je vais changer de jardin, par contre. Parce que comme j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas tout ce qu'il faut ici, je vais aller chez mon voisin. Ouais, ça va être bon. Je vais ramasser la main. Ouais. Je ramasse, avec les amis, on est tout le temps là. Hein. On a mangé, il y a 2 semaines, on a fait une soupe ici. Ça va décorer. Hop. La hamache. Je vais prendre un peu de pain pour donner du goût. Un peu de sarriette. C'est un peu comme le thym. Et la sauge. Je crois que ça va être bon. On va aller donner ça aux femmes maintenant. En province, l'adhésion annuelle va coûter entre 50 et une petite centaine d'euros. Et en région Île-de-France, on va plutôt être entre 100 et 200 euros à peu près. Ce coût, il est annuel et il est à mettre, je pense, en relation avec l'apport que peut avoir le jardin. Alors il y a l'apport qui ne se quantifie pas,
qui est l'apport de bien-être, l'apport de bonne santé, l'apport de convivialité, etc. Et puis un apport économique. On sait aujourd'hui, puisque ça a été quantifié, ça a été calculé par différents scientifiques, qu'une parcelle de jardin d'environ 100-150 mètres carrés, avec un jardinier qui n'est pas forcément un expert, mais qui sait jardiner, génère une économie d'environ 1000 à 1500 € sur son budget familial. Et donc on voit bien que là on a vraiment une économie qui est très importante dans le budget familial. Aujourd'hui encore, les jardins familiaux restent donc toujours, pour ceux qui les cultivent, une source de nourriture, de partage et de convivialité, exactement comme les avait imaginés et surtout développés l'abbé Lemire. Au début du XXe siècle, Jules Lemire bénéficie en effet d'une remarquable tribune pour faire la promotion de ses chers jardins, celle de l'Assemblée nationale. Fait rarissime, le bon abbé Lemire est un homme d'église élu au Parlement et il va mener une carrière politique brillante et atypique. L'abbé Lemire était un homme avec des racines de droite et des idées de gauche. Voilà. Il s'est assis au début un peu par convenance sur les bancs de la droite, 1893 jusqu'en 1910. Et 1910, il a dit « Moi, j'ai été élu par les vrais républicains. Les républicains sont ceux qui tiennent à la République, sont pour la plupart à gauche. Et bien, à partir de maintenant, je vais siéger à gauche. » C'est un personnage fascinant pour ça, l'abbé Lemire, parce que d'habitude, les gens passent de la gauche à la droite, et lui passe d'une forme d'extrême droite, très catholique, à l'époque où l'Église est très opposée à la République, à une forme d'extrême gauche post-bolchevisme, où il invente quelque chose qui, finalement, va rencontrer d'autres préoccupations concernant la classe ouvrière. Il est très, très attentif à améliorer la condition non seulement des pauvres, mais des ouvriers. Ces positions proches de celles des radicaux socialistes vaudront à Jules Lemire les foudres du clergé catholique, qui jamais ne lui confiera une paroisse et ira même jusqu'à le menacer d'excommunication. Mais les convictions républicaines de l'abbé sont aussi fortes que sa foi chrétienne. Et dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, le député Lemire ne se contente pas de promouvoir ses jardins ouvriers, mais participe activement à plusieurs textes de loi à caractère social, sur le travail de nuit des enfants, sur les allocations familiales ou pour créer le congé maternité. Le travail des femmes a été l'objet d'une série de mesures internationales prises à la suite de la Convention de Berne. Et ces mesures concernent principalement le travail de nuit qui a été supprimé pour elles. Quant aux enfants, leurs conditions étaient également dignes de la sollicitude du législateur. J'imagine comment aurait été le pays si ces lois n'avaient pas été promulguées ou décidées. C'est quand même des avancées considérables sur le travail des enfants, le travail de nuit des enfants, protéger les femmes en couche pour qu'elles puissent avoir des semaines de répit pour pouvoir bien accueillir les enfants. Je pense aussi les allocations familiales, de ces choses-là, il était instigateur. Et puis alors, il y avait dans d'autres domaines où il était contre la peine de mort, par exemple. Donc ça, à l'époque, c'était un peu invraisemblable. Il a fallu attendre Badinter pour que cette loi soit votée. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont... Ah ben oui, c'était du temps de l'abbé Lemire. Retour chez l'abbé Lemire, dans les Flandres, à Hasbrouck, là où tout a démarré pour les jardins ouvriers. Aujourd'hui, les habitants y perpétuent le souvenir de l'œuvre de l'enfant du pays en multipliant les groupes de jardins. La petite ville en compte pas moins de 4 différents, dont le groupe de la rue du Rocher. Ici, aux Jardins ouvriers, je suis depuis 1969.
Mes parents, c'était des petits cultivateurs. Donc, j'ai toujours été dans la terre. Et quand je suis venu à Hasbrouck, j'ai voulu un jardin. Je ne pouvais pas venir sans avoir mon coin de terre, étant donné que ma maison est bâtie sur une toute petite parcelle, hein, et qu'il fallait absolument que je dispose d'un jardin. Donc avant d'aller en mairie signer mon contrat, je suis allé à la poste et c'était le receveur qui était responsable des jardins ouvriers d'Hasbrouck. Et c'est à partir de là que je suis venu, j'ai signé mon contrat. On peut faire pousser de tout finalement, mais ce qui nous importe à nous, c'est avoir des laitues tout le temps, laitues, salades, scaroles selon la saison. Avoir des carottes, avoir des poireaux pour la soupe, des navets, de tout, des pommes de terre aussi. C'est un complément de revenu, il faut dire ça comme ça. J'avais 3 enfants, donc on était 5. Les légumes du jardin, c'est quand même appréciable. Le plaisir, c'est naturel. Même les jours où on n'a pas grand-chose à faire, on a un besoin de venir. Ici, bon, les jardins ouvriers, c'est la rencontre quand même. C'est les échanges. Ça va plus loin que cultiver son jardin quand même. C'est des trucs tout simples. Hein. On dirait qu'il colle les haricots. C'est pas beau ici, ça, bon, ça c'est magnifique. On dirait qu'il colle les haricots. Ce sera des jardiniers de l'avenir. On m'a eu, ouais. Faut tout ramasser, hein. Cette année, c'est sec. Hein. C'est sec, oui. Eh. Alors, une petite technique pour les carottes, et ça aide beaucoup, c'est de mettre de temps en temps un radis. Alors, au bout de 3 ou 4 jours, le radis il est levé, Pour démarrer. et ça permet de biner et laisser ta ligne. On apprend tous les jours. Il y a des dictons, on les suit parce qu'on y croit un petit peu. Il y a la lune, on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a quand même des légumes. Avec la lune, c'est important de semer au bon moment. Il y a des sains, à ce sein-là, on peut semer cela, à un autre sein, on peut récolter cela. Tout ça, on a appris ça depuis toujours, quoi. Ça fait bien longtemps qu'on a réfléchi à produire au plus naturel possible. C'est-à-dire, on a banni le chimique. Moi, je travaille, on peut dire, bio, c'est un grand mot, mais c'est quand même du naturel. On n'a pas toujours forcément du travail à faire, mais on regarde son jardin, on a plaisir à voir pousser. C'est un virus, faut dire ça comme ça. En 1896, l'abbé Lemire fonde pour fédérer ses groupes de jardins la Ligue du coin de terre et du foyer. Et aussitôt le virus touche toute la France. Jules Lemire fréquente les sphères du pouvoir et les riches industriels. Il obtient la mise à disposition de terrains pour ses jardins. En 1909, la Ligue est reconnue d'utilité publique. Et petit à petit, dans des milliers de jardins ouvriers, se crée une vie sociale spécifique et particulièrement riche. C'est l'élément important que l'abbé Lemire a souhaité donner au jardin. L'épanouissement de la famille. La grande phrase de l'époque, c'était la terre est le moyen, la famille est le but. Donc reconstitution de la famille, donc il fallait rassembler tout le monde au jardin, donc il fallait en faire un lieu de vie, un lieu agréable pour tout le monde. Le père, la mère qui en général allaite le dernier-né et les enfants autour d'elle. Et donc là, dans ces endroits-là, oui, il y a une grosse invention cérémonielle qui vient à la fois des promoteurs du jardin et qui ensuite est réappropriée par les jardiniers eux-mêmes. Ces fêtes de jardin vont prendre un aspect grandiose avec des défilés. Les enfants, les bébés sont particulièrement mis en scène. Les femmes confectionnent des costumes. Il y a des activités qu'on appellerait aujourd'hui de patronage, c'est-à-dire que le théâtre pour les jeunes filles, les fleurs. Donc on a effectivement dans un certain nombre de lieux un peu symboliques une vie assez exceptionnelle où on a à la fois les rituels républicains, disons ça comme ça, des cérémoniels républicains, et puis les jardiniers qui se les approprient pour montrer qu'ils sont égaux à leurs bienfaiteurs. Parce que c'est quand même ça, la tension des jardins ouvriers. On dépend toujours d'un bienfaiteur et en même temps, le fait qu'on est jardinier, donc qu'on est actif, vous rend l'égal de vos bienfaiteurs.
Il faut absolument montrer le bon aspect de ces jardins. Il faut aussi rassurer. L'abbé Lemierre inquiétait les milieux catholiques parce qu'il siégeait à gauche. Il inquiétait les milieux de gauche parce que c'était quand même un prêtre. Donc il fallait absolument rassurer les notables qui pouvaient aider. Beaucoup de jardins fonctionnent grâce à des dons. Et cette bourgeoisie s'inquiète. Moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est le terme d'apache. Et les apaches, à l'époque, ce sont les mauvais garçons. Ces mauvais garçons qui fréquentent plus particulièrement la zone, les abords des fortifications, où s'installe une bonne partie des jardins à partir de 1912 et dans l'immédiate après-guerre. Les jardins ouvriers, ils vont là où ils peuvent, quoi. Donc quand les maraîchers s'en vont, les jardins ouvriers s'installent à la place des maraîchers. Quand on ouvre une tranchée urbanistique, il y a des jardins qui s'installent. Alors souvent ils s'installent, ils sont délogés, et parfois ils s'installent, ils restent. Arrive 1914. La Première Guerre mondiale et ses pénuries alimentaires participent à l'intérêt des pouvoirs publics pour les jardins ouvriers. Le ministère de l'Agriculture charge la Ligue du coin de terre de l'abbé Lemierre de distribuer une subvention pour aider la création de nouveaux jardins. Il faut faire face aux problèmes de ravitaillement liés au combat. En 1920, au lendemain du conflit, la France compte 47 000 jardins ouvriers. L'entre-deux-guerres marque vraiment le développement des jardins. On a aussi un basculement de la Ligue du coin de terre qui était très dominée par les milieux catholiques jusque dans les années 1910. Là, progressivement, ça se laïcise. Les groupes de jardins qui étaient très souvent dirigés par des prêtres voient arriver des notables et on est vraiment dans un essor et une laïcisation des jardins dont tout le monde reconnaît l'importance. Dans les groupes de jardins les plus dynamiques, le directeur du groupe essayait de proposer des activités aux jardiniers. Alors, il y a eu par exemple des écoles ménagères. Le but, c'était de permettre à la mère de famille de cuisiner convenablement les légumes qu'on faisait pousser dans les jardins. Et puis, autour du jardinage, on multipliait les conférences. Ces cours de jardinage vont jouer un rôle important. Il faut former les nouveaux adhérents à la Ligue du coin de terre, de plus en plus nombreux. Les jardins ouvriers participent ainsi à la diffusion et au développement des techniques modernes de jardinage. Cette tradition de l'échange des savoir-faire et même de laboratoire et de découverte des nouvelles sciences du potager constitue un héritage qui reste bien vivant aujourd'hui. Dans le groupe de jardin du Rocher à Hasbrouck, un nouvel arrivant expérimente ainsi les techniques les plus récentes de perméaculture ou d'agroforesterie. L'idée, c'est de ne plus retourner la terre mécaniquement, mais c'est de laisser faire la vie du sol, donc tout ce qui est lombric, etc. D'accord. Enfin, tout ce qui est bactéries et tout ça. Donc on essaie de faire un compostage de surface. Et là, j'ai fait un carré de carottes, salade. Un peu plus loin, autre chose. Ensuite, il y a du panais par là. Et c'est des motifs comme ça que je vais faire. Je vais faire une rotation. D'accord. Donc je me suis bien pris la tête. Oui, mais là, il faut faire des plans et puis pour s'en rappeler tout ça. Ouais, voilà. En fait, c'était cette idée-là de se réapproprier des techniques, même des nouvelles. Grâce à Internet et à tous les livres qu'on trouve, on voit des nouvelles façons de faire qui portent plus de sens. Et j'ai voulu essayer, quoi. Après avoir lu des pages et des pages, je me suis dit, faut que je m'y mette. Et voilà comment ça a commencé, quoi. Au début, quand je suis arrivé, j'ai fait un gros travail de terrassement. On s'est dû se dire, mais il est fou. Oui. On s'est posé la question, on a dit, qu'est-ce que lui, il va faire? Comment il va travailler? Ça, c'est sûr que les gens, même, t'es pas toujours là, et on venait voir, c'était quand même hors du commun. Regarde tes salades, là, elles sont magnifiques. Ouais, elles sont pas mal. Elle est bien serrée. Tu vas faire des graines avec? Si je sais pas encore faire. Je sais pas encore faire. Tu sais faire ça? Ah oui, mais ça c'est pas encore bon, faut le laisser fleurir avant. D'accord, je vais attendre. Quand vous allez voir, c'est ouvert et il y a une petite boule qui va noircir. Ouais. Et une fois qu'on voit qu'elle noircit, on les coupe, puis on les pend dans l'abri à l'envers et c'est bon. Un autre événement du XXe siècle, moins joyeux, va encourager l'intérêt des Français pour le jardinage. La Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande incitent une nouvelle fois les autorités à promouvoir les jardins ouvriers.
Ton jardin cultivera, ton ordinaire améliorera. Tel est le commandement adapté aux difficultés de l'heure. Jusqu'en 40, le jardinage, c'est à la fois une source de produits alimentaires et une source de fierté et une source de plaisir. Pendant la guerre, ça devient des champs. Pour le coup, la pression, elle n'est pas sociale, quoi. Il y a une pression économique. Partout, la banlieue parisienne a vu naître et croître de nombreux potagers, cultivés chaque dimanche avec amour et gourmandise. Après avoir biné et sarclé durant tout son repos dominical, le Parisien, le dos moulu mais content, rêvera à quelques pantagruéliques récoltes. La Ligue est à l'époque dirigée par Francisque Gay, qui est un résistant. Et ce réseau de délégués mis en place dans les jardins ouvriers par le biais de Francisque Gay va œuvrer contre l'occupant. Un jardinier m'a raconté, en région parisienne, un vieux monsieur m'a raconté que parmi les bêches dans les cabanes de jardin, il y avait aussi des fusils que l'on cachait. Le bulletin de la Ligue du coin de terre a d'ailleurs aussi été supprimé puisque la Ligue refusait d'y insérer la propagande de l'occupant. L'immédiate après-guerre marque l'apogée des jardins ouvriers. En 1947, la Ligue du coin de terre compte 250 000 parcelles en France, mais pour la première fois depuis leur création, les jardins vont rencontrer un adversaire qui va les mettre en grand danger, la société de consommation. Ce mouvement, donc, qui est né en 1896, c'est un mouvement qui est extrêmement cyclique. Et il est cyclique dans la mesure où le mouvement se porte très bien quand la société est en crise, et au contraire, quand ça va mieux, le jardin est un petit peu délaissé. Donc on l'a vécu de façon très nette dans les jardins familiaux avec les 30 Glorieuses, donc juste après l'après-guerre, entre les années 50 et les années, on va dire, 70-80 quasiment, où là on était dans la société de consommation qui se met en place, on ne recherche pas tellement à produire, mais on recherche surtout à acheter. Et dans ce cas-là, le jardin devient une activité plutôt ringarde, plutôt désuète. Et à ce moment-là, autour des années 70, le mouvement était en très grand danger. On pense même que le mouvement a failli disparaître dans les années 70 par manque de personnes intéressées à cette activité. Au moment même où les jardins ouvriers sont sur le point de disparaître en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, une nouvelle forme de jardin est en train de voir le jour. Au début des années 70, les États-Unis sont en plein mouvement de contestation sociale, contre la guerre au Vietnam ou contre la ségrégation raciale. C'est aussi la période du mouvement hippie et des premières prises de conscience écologiques. Les community gardens, les jardins communautaires, apparaissent à New York et se développent partout dans la ville, des banlieues les plus populaires au très branché quartier de Clinton Hill à Brooklyn, où vivent Shanna et son fils Asimov. Okay, so ready to go to the garden? Oh, and then you just run off. Okay, hold on. A lot of trash is produced in the city, a lot. And just having a little bit less trash to throw away and then end up shipped to like a dump somewhere where it's just going to create a lot of methane, which will have a negative effect in the long term. It's better to just put some of it here, compost it, and it goes back into the garden to grow better food. So it's a win-win for everyone. Pardon. I see something behind you there. Oh, those are sow bugs. But I see a big one. It's probably just a big sow bug. Here, let me put it. Upside down. Let me put him on your shoe. There you go. Let him go. Oh, here we go. Each person that has a plot really earns the right to use a plot by doing some service for the community. So we have our gate open and folks can just stroll in. We explain about the history of the garden. We invite them to join us. We have activities. We do educational workshops, how to save seeds, how to pickle. We teach the kids about the ecosystem, right? Little things like that. They get excited. And
throughout the year we have to put in some shared work. So there's work days every month that we come in and we pitch and we trim the trees and take care of the communal areas. So there's a community outside and there's a community here that we really build and nourish. So it's lovely. We've really lost connection to nature. It's not easy for us here in New York to just go into nature. You know, I don't know how easy it is in different parts of France. I mean, you guys are so known for, you know, from the Loire Valley to just agriculture and the connection to food and family and doing that. But here we really don't have it. So it's very important to have this space, and all of us really care deeply about these specific values in life. Take that little shovel, take a little scoop, and just sprinkle it all over the ground. Big, big scoop. Yeah, there you go. Make sure spread it when you sprinkle. Sprinkle it all over. Very good. Here's another one. Au tournant des années 60 et 70, l'écologie et le lien social sont déjà bien sûr des motivations importantes pour les pionniers de cette nouvelle forme de jardinage. Mais à New York, un paramètre supplémentaire vient encore s'ajouter et explique pourquoi c'est ici que sont nés les tout premiers jardins communautaires. Il faut avoir un peu le contexte général qui était un contexte de crise économique très fort. Et la ville était au bord de la faillite. Et donc à New York en particulier, ce qui s'est passé, c'est que les capitaux privés en fait, sont partis. C'est-à-dire que des propriétaires d'immeubles les abandonnaient, voire les brûlaient pour récupérer l'assurance, partaient et puis arrêtaient de payer les taxes foncières. Donc les terrains revenaient à la ville qui ne savait pas du tout quoi en faire. Et à partir de là, certaines personnes ont décidé de se réapproprier certains de ces terrains. Le mouvement le plus connu, c'est celui porté par Liz Christie, qui était artiste, qui travaillait pour un architecte, et qui a, avec des amis, a créé un groupe qui s'est appelé les Green Guerrillas. Puis au bout d'un petit moment, en 1973, le groupe s'est dit « et si on déblayait complètement un terrain vague et qu'on en faisait un jardin ?» What happened was both Liz and I lived in the area on Mott Street. And one day she was walking down the block, and there was a lot where Liz Christie Garden is now. It was full of garbage and trash and tires and an old refrigerator. Some kids were playing there. So Liz said, okay. And she spoke to me and a few of our other friends, and we started cleaning up the lot. It took almost a year to clean up. There was a lot of garbage there, and then we had to dig the soil out and put fresh soil in. So that's pretty much how it started. Pour la ville, en fait, c'était une aubaine incroyable, puisqu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de ces terrains, d'avoir des bénévoles en fait, qui venaient se proposer pour les nettoyer, les surveiller, empêcher que les activités illégales s'y produisent, etc. It was very bad. They were drug dealers all over the place. They were robberies. They were muggings. It was a very run-down neighborhood back then. It's changed quite a bit now, but back then it was, you know, an unsafe place to be. En 1973, le tout premier jardin communautaire de Manhattan est créé dans le Lower East Side, à l'angle de Houston Street et de Bowery. Le Liz Christie Garden est né. Most of us were local people. We were college students, people were unemployed. In some cases, they were housewives that lived in the area, and they wanted to do something to make the neighborhood better for their children. A number of them had children. There were no parks around here, and they wanted to be able to go somewhere where they could sit with their children and relax and play and just have a good time and not be bothered by things. It's the largest dawn redwood in Manhattan, and when we planted it, it was only like this big. Now it's about 80 feet tall. I think the garden is the biggest thing to remember about her. I mean, she designed it, even the paths in the garden. She wanted them to curve. If you walk through the garden, none of the paths are straight. She wanted people to sort of meander through the garden and enjoy themselves. She didn't want it to be like a city street where you just run through it to get to someplace else. She wanted you to sit down. There were little cul-de-sacs there where you can sit and relax. And, I mean, she did a great job of designing that garden. She designed hundreds of other gardens, too. Aujourd'hui, le sud de Manhattan compte à lui seul des dizaines de jardins communautaires, tous différents. Certains font la part belle aux street arts, les arts de la rue, d'autres aux fleurs ou aux espaces de jeux pour les enfants. La taille des jardins varie beaucoup aussi. L'unité de référence, c'est la surface standard de l'emprise au sol d'un bâtiment,
en moyenne un peu plus de 200 mètres carrés, un lot, comme disent les New-Yorkais. Certains jardins, les plus petits, n'occupent qu'un lot. D'autres, comme celui situé au coin de la 6e rue et de l'avenue B, s'étalent sur 4 ou 5 lots et constituent un havre de verdure totalement inattendu au cœur de Manhattan. Aujourd'hui, les espaces libres sont bien plus rares qu'à l'époque des premiers jardins. Mais en se promenant dans les rues de l'East Village, Donald Loggins se souvient comment, il y a 40 ans, ses amis Ellis Christie s'y prenaient pour fleurir le moindre terrain vague. Back then, Liz would either get condoms or balloons or old Christmas tree ornaments, put fertilizer, water, and seeds in there and throw them over fences because a lot of these vacant lots were full of garbage and stuff, so we couldn't get over there. There was barbed wire. But we would throw the seeds over and, right after it rained, and it would fill, within a year, it would fill these lots with wildflowers and grasses, and, even though they weren't ours to take care of, they look gorgeous. We do it late at night when no one's around, make sure no one's looking, no police are around, throw them over the fence and run like hell. We'd go up to the fence or the wall, toss them over and run. In fact, this is one of the places that we did it way back when. A lot of it's developed now. Like if you look across the street, there was a big vacant lot over there where Whole Foods is. We used to throw seed bombs there, we threw seed bombs here. I mean, a number of places around here. Même si les jardiniers utilisent des bombes de graines pour mener une green guerrilla, une guérilla verte, leurs relations avec les pouvoirs publics ne sont pas belliqueuses. Au moins tant que les prix de l'immobilier ne s'envolent pas. Mais à partir des années 90, changement d'ambiance. Surtout lorsque le républicain Rudolph Giuliani accède au poste de maire de New York. Et c'est à partir du moment où Rudolph Giuliani, puisqu'il y avait la relance économique, donc les terrains recommençaient à valoir quelque chose, s'est mis à les attaquer très précisément en disant que c'était le dernier bastion du communisme. Donc c'est quand même lui qui a injecté une dimension politique dedans. C'est à partir de ce moment-là que tous ces jardins assez disparates se sont vraiment mis à travailler ensemble, à manifester ensemble, et puis à construire un discours pour justifier leur existence. What happened was, when back in the 90s, when the city was trying to sell off these lots, they didn't think that we could organize and be a group of people that says, no, we don't want that. So now, if we had not gotten together and not sit down and talked at the table together, we wouldn't have these gardens today. But by us joining forces, protesting together, meeting with our local officials and saying, we want to keep these spaces in our community, that's how we were able to do it. The relationship between the city and gardeners has been a complex one. You could say love-hate, or like any kind of complicated marriage. And it has changed as economic circumstances have changed, as political administrations have changed. So you could say that was a bad time for community gardens, but it had a happy ending. And when Mayor Bloomberg became mayor, they settled this lawsuit with the Attorney General and said, we're going to preserve permanently about 300 gardens within the Parks Department. Au début des années 2000, des organisations à but non lucratif comme le Public for the Land Trust ont également acheté de nombreux jardins pour les protéger. Mais à notre époque encore, des habitants continuent de s'installer dès qu'ils le peuvent sur des terrains vagues et continuent d'organiser fêtes et manifestations pour résister, comme ici à Brooklyn, quand les propriétaires veulent récupérer leur terrain. New York compte aujourd'hui plus de 650 jardins communautaires, des espaces de nature, de fêtes et de partage, dans les 5 grands neighborhoods, les grands quartiers de la ville, y compris dans des espaces insoupçonnés au pied des gratte-ciels les plus célèbres du monde. Retour en France, à Lille. Comme un clin d'œil à l'histoire, un siècle après la création des jardins ouvriers à Hasbrook, c'est encore une fois dans le Nord que naît le tout premier jardin communautaire de l'Hexagone. Au printemps 1998, l'association des Ajoncs, l'association des jardins ouverts et néanmoins clôturés, crée à Lille, dans le quartier très populaire de Moulins, le jardin des Retrouvailles. 1000 mètres carrés de verdure enclavés au milieu des habitations, sur l'emplacement d'anciens bâtiments délabrés. La ville nous a proposé ce terrain
Et donc les habitants ont commencé à réfléchir ensemble à cet aménagement-là. Et est né comme ça le premier jardin naturel partagé, donc en France, puisqu'il a été reconnu comme site pilote au niveau national. Et on s'est aperçu avec le temps et l'expérience que le chantier était vecteur de lien social, parce que d'un seul coup, on faisait ensemble. Il faut pouvoir accueillir tout le monde. Donc c'est toute cette mixité sociale qui est notre quête à travers le projet, parce qu'elle est vraiment source de bon fonctionnement de projets de jardin naturel partagé, puisque les uns vont aider les autres, et en tout cas vont les tirer vers le haut. Donc plus on conçoit et plus on fait ensemble, plus on crée de vie sociale, plus on crée de liens sociaux, et donc plus on le cultive finalement. Et c'est vraiment le cas ici sur le Jardin des Retrouvailles, où on a une très belle mixité sociale, parce qu'on a aussi des gens qui sont là depuis le début, qui sont toujours dans le projet jardin depuis 17 ans. On a une rotation très forte au niveau des logements, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Il y a la fac qui est juste à côté. C'est un lieu de vie, donc ils sont en face, ils regardent d'en haut et ils viennent, clairement. Et donc du coup, tout ça crée vraiment une dynamique très très forte et qui se généralise maintenant depuis 17 ans et qui n'a quasiment jamais faibli et qui reste portée par les habitants. On voit la mare ici, donc c'est une mare qui est gérée au naturel. Qui est donc dans lequel on va trouver des tritons, des grenouilles, et puis forcément tout ce qui est larves, libellules, etc. D'ailleurs, il y en a une ici très belle avec un artiste du quartier qui s'appelle Jackie Marquet, qui pendant de nombreuses années nous a installé pas mal d'œuvres sur les jardins. C'est l'entrée forte culturelle et avec de la récup. Une ancienne usine qui est juste à côté, qui s'est d'ailleurs transformée en atelier d'artiste. Et là, un nouveau groupe avec des jeunes étudiants sont arrivés et il fallait qu'ils mettent leurs empreintes. Donc du coup, ils se sont dit, là, il y a un petit espace, là, on pourrait y faire un poulailler. Donc ils se sont investis sur ce projet-là pendant 6 mois. Et aujourd'hui, ils récupèrent leurs œufs et les offrent aux habitants. On est autonome en eau sur tous nos jardins. Donc on va récupérer et détourner les gouttières des habitants, de façon à récupérer les eaux de pluie pour les petits potagers sur les jardins. Et également pour alimenter la mare qui s'assèche pas mal en été. Voilà, donc la partie conviviale, elle est symbolique, mais elle est symbolisée par le barbecue, qui est vraiment un outil de convivialité, parce qu'à travers le fait de manger ensemble, évidemment, les gens se posent, discutent, et puis refont le monde, et ici, c'est vraiment un lieu pour ça. Plutôt que de jardins communautaires comme à New York, les jardiniers français parlent eux de jardins partagés. L'association des Ajoncs en gère aujourd'hui plus de 50 dans le Nord et le Pas-de-Calais. Certains en périphérie des villes, d'autres, comme celui des Retrouvailles, en pleine zone urbaine. Mais tous ont en commun de refléter l'esprit et les envies des habitants qui s'en occupent. Mais que deviennent les jardins ouvriers? Rebaptisés jardins familiaux, ils ont finalement survécu aux 30 Glorieuses et à l'apparition de la société de consommation. Dans les années 70, puis 80, ces lopins de terre sont même revenus au goût du jour, grâce à la prise de conscience des enjeux écologiques, mais surtout à cause du retour de la crise économique. Il y a une espèce de retour, à la fois parce que c'est à la mode, parce que c'est écolo, et puis parce que les gens recommencent à avoir des problèmes d'alimentation, ce qui était quand même oublié depuis les années 50. Et donc les problèmes d'alimentation font que ça redevient intéressant, non pas forcément d'avoir un jardin, mais un jardin parmi d'autres solutions. C'est vraiment un afflux de demandes de jardins pour des personnes qui sont en grande difficulté économique, voire en très grande difficulté économique. Et on reçoit ici des courriers assez poignants de familles qui nous disent voilà, moi je suis avec ma famille, j'arrive pas à joindre les deux bouts et j'aimerais avoir un jardin simplement pour pouvoir manger ou pour pouvoir donner à manger à mes enfants et de leur donner une bonne nourriture. Une fois encore, le jardin redevient donc un outil face aux difficultés économiques, pour se nourrir, mais aussi pour lutter contre l'exclusion sociale. C'est le cas par exemple à Denain, au cœur du bassin minier du Nord. Le temps d'une génération, plus de 20 000 emplois liés à la métallurgie ont été supprimés ici. La ville tente de se reconstruire après ce tsunami social, et c'est ici que Jean-Luc reprend pied en se rendant tous les jours au jardin des Grandes Gamelles. Ce n'est pas dans un jardin ouvrier, mais dans un jardin partagé que cet ancien chauffeur routier a trouvé les moyens de se relever après son licenciement, au point de devenir le référent, le responsable de ce jardin collectif. Quand je suis arrivé,
C'est parce que j'étais en dépression, je venais d'être licencié, je n'avais plus rien. On a envie de rien faire, voilà, c'est ça. Et on s'enferme, on s'enferme, on s'enferme. Et au lieu de s'arranger, ça empire. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être sur les routes, être enfermé. Bon, aussi dans mon camion, mais j'avais toujours les vitres ouvertes. Ça, parce que là, ici, j'ai pas besoin d'ouvrir les vitres, j'y suis, à l'air. J'ai le soleil, j'ai la pluie, j'ai tout ce que je veux. Et c'est ce qui m'a sauvé un peu de ma situation. Parce que rester enfermé chez moi, je peux pas. Ça m'a revalorisé vis-à-vis de moi par rapport à certaines choses, c'est certain. Se sentir utile, c'est le plus important. Parce que quand on est inutile, on se laisse aller et on dépérit. On s'en revive ici. Donc on est comme les plantes, on reprend vie. À Fives, dans la banlieue de Lille, c'est aussi dans une friche industrielle qu'est né au début des années 2000 un autre jardin partagé, le Bizardin. Pendant plus d'un siècle, on a construit ici des locomotives, des poutrelles métalliques, des obus et des armes aussi, avant de laisser à l'abandon une vingtaine d'hectares de terrain vague. Les 3000 mètres carrés du Bizardin pourraient donc sembler une goutte d'eau à l'échelle du quartier, mais ils constituent un formidable terrain de jeu pour Lou et ses amis. Là-bas, on a une mare avec un petit abri derrière et des cuves pour récupérer l'eau de pluie. Et ici, on a une ruche pour les insectes. Et là-bas, on a une autre mare. Et ici, on a un petit labyrinthe pour les enfants. En 2003, donc on a obtenu de la ville ce terrain qui appartenait à la communauté urbaine, qu'on a mis à notre disposition. Ils ont mis la clôture. Et c'était un terrain vague. Il n'y avait rien. Il y a des animaux, il y a des oiseaux, des grenouilles, il y a des espèces, des essences végétales, il y a des objets aussi, parce qu'on a pas mal d'artistes qui sont passés sur le jardin. Oh, et puis après, c'est quand même un jardin avec un fonctionnement où quand il y a quelqu'un qui vient sur le jardin, ça devient un jardin public. Donc c'est très convivial, c'est très inhabituel aussi. C'est du lien social avec support jardin. On attend quand même des gens qui participent un minimum à des réunions, à des événements, à l'entretien du jardin, enfin voilà, d'une façon ou d'une autre. Hein. Il n'est pas obligatoire de tout faire. Après, il y a des règles dans le jardin. Par exemple, quand on accueille les gens, on leur explique voilà, ce que c'est que le jardin, que c'est partagé, que c'est des bénévoles qui y travaillent. En fait, là, il y a une partie collective, c'est toute cette partie-là, où là, c'est un peu tout le monde qui gère. Et après, il y a des carrés comme ça où c'est attribué par famille. Alors, on fait une fête dimanche prochain, le 21. Donc, on est ouvert de 10h30, enfin 10h, 10h30 jusqu'à 17h, 17h30. Alors, le noisetier, ça c'est facile. Il y en a un dans la haie, là. Je vais retrouver. Et puis, on enlèvera les feuilles si on ne voit pas assez, tu sais. Mais là, c'est bien. Wow, Céline, c'est bien. Quelques jours par an, les fêtes du Bizardin parviennent ainsi à réunir des habitants venus d'univers très différents. Il y a le noyau dur des membres de l'association, avec beaucoup d'enseignants ou de professionnels du secteur social. Et puis il y a les populations les plus nombreuses dans ce quartier très populaire, familles d'origine immigrée ou habitants au chômage, voire en situation de grande précarité,
qui le reste de l'année fréquentent finalement assez peu le jardin. C'est aussi des gens qui déjà vivent en HLM, qui sont un peu forcés au partage constant, voilà, d'avoir des lieux communs, etc. Et que finalement cette idée d'un jardin partagé, pour eux, c'est pas particulièrement attirant. Qui se ressemblent, ça semble. Les gens, on est content d'être ensemble parce qu'on a les mêmes idées, etc. On n'est pas fermé, mais je veux dire, on ne va pas faire l'effort de ramener une population différente. Aux Ajoncs, maintenant, ils créent beaucoup de jardins où c'est plus populaire. Et donc, dans ces jardins-là, tu n'as que des gens comme ça aussi. Les bobos, ils n'y viennent pas. Enfin, les gens comme nous, ce que j'appelle les bobos. Donc voilà, c'est ce que je disais, qui se ressemblent, ça semble. La mixité sociale est pourtant l'un des objectifs affichés des jardins partagés, mais un objectif difficile à atteindre, parce que les jardins ne peuvent pas réduire seuls toutes les fractures de la société, aussi parce qu'il faut lutter contre certains effets inattendus et un peu pervers, par exemple lorsque la création de jardins partagés dans les quartiers populaires attire une population nouvelle, financièrement plus aisée, dont l'arrivée fait grimper les prix de l'immobilier et du coup chasse les habitants les moins riches. À New York, on parle de gentrification, en France, de boboisation des quartiers. Il n'empêche, le succès des jardins ouvriers et plus récemment celui des jardins partagés sont tels que de plus en plus les collectivités locales les intègrent à leur programme d'urbanisme. Le prochain défi de ces jardins ouvriers et partagés reste probablement celui de leur rapprochement et de leur complémentarité. Ces espaces aux concepts si différents ont en fait bien plus en commun que ce que leurs jardiniers respectifs l'imaginent. Le plaisir de voir défiler les saisons, l'envie de partager, l'amour de la nature, et dans tous les jardins du monde, le bonheur simple d'être au jardin.